Le deuxième thème, alors donc il n'a rien à voir avec le premier. Hein, on quitte le champ de l'urbanisme et du droit civil pour entrer dans le champ du droit de l'environnement. Mais au même titre que la précédente table ronde, on voit bien que la question du rôle de l'aménageur en matière de sites et sols pollués est quelque chose qui est un sujet qui est de plus en plus récurrent dans nos dossiers. Parce que, bien sûr, de plus en plus, on est amené, compte tenu des questions de densification, de renouvellement de la ville sur elle-même, à travailler sur des sites qui ont été pollués. Donc, ça pose un certain nombre de difficultés. La loi ALUR est intervenue, faisant appel à des nouvelles notions, à des nouvelles pratiques, à des nouvelles procédures. Donc, elle pose un certain nombre de questions. Et puis, par ailleurs, ce qu'on constate aussi au quotidien dans nos dossiers, chacun d'entre vous, hein, soit parce que vous êtes conseil, soit parce que vous êtes vendeur, soit parce que vous êtes acquéreur, que le sujet de la pollution est un sujet qui est extrêmement crispant, qui pose un certain nombre de difficultés et sur lequel, ce que je constate en pratique, c'est que tout le monde se fige sur ses présupposés. Et l'idée de cette conférence, alors c'est non pas de faire du lobbying pour avoir un texte qui évolue et puis aussi de faire en sorte que les géomètres et les notaires écrivent mieux leurs actes, mais là en l'espèce c'est de faire en sorte que les différents intervenants se parlent, se comprennent, et pour qu'on essaye de voir ensemble s'il n'y a pas des méthodes intelligentes de traiter ces sujets dans nos actes, et ce qui, je pense, nous ferait gagner beaucoup de temps en la matière. Donc je vais passer la parole dans un premier temps à Dominique Givois, qui est directeur général adjoint de l'EPA Orsa, ou directeur de l'aménagement de l'EPA Orsa. Donc voilà, mais je vous fais monter en grade. Donc directeur de l'aménagement de l'EPA Orsa. Après interviendra Mabel Leblanc, qui est la directrice juridique de Sogeprom. Et ensuite interviendront le professeur Portelli, mais qui a une triple casquette, mais qui interviendra là plutôt dans sa casquette d'élu local et de praticien sur tous ces sujets. Et interviendra également Patricia Savin, qui est avocate, spécialiste en droit de l'environnement, avec qui on travaille régulièrement et sur lequel on se pose pas mal de questions. Donc je les remercie tous d'être là, je les remercie tous d'avoir attendu, d'avoir stressé pendant les 2 heures auxquelles on a parlé des servitudes, mais je pense que ce sujet est également totalement fondamental. Donc Dominique, je vous passe la parole. Merci Michel. Merci pour cette invitation et l'insigne honneur que vous me faites de représenter les aménageurs sur ce thème où l'aménageur est au cœur. Il y a un certain nombre d'aménageurs dans la salle, donc je pense que les débats seront intéressants. Je vais donner, je pense, un point de vue de praticien. Je ne m'aventurerai absolument pas sur les aspects, je dirais, juridiques qui se rapportent à la définition de notre responsabilité, de nos obligations. On les connaît, mais je pense que il y a un certain nombre de questions sur lesquelles je ne m'aventurerai pas. Il y a des éminents juristes avec nous pour exprimer ça. Je pense que je serai plutôt là pour vous, de façon un petit peu en balayage rapide, donner un point de vue du praticien de l'aménagement que je suis. Peut-être je commencerai juste par quelques chiffres qui, je n'attaque pas au cœur du sujet, mais qui me paraît placer effectivement ce thème, montrer comment ce thème est central aujourd'hui pour le travail que nous avons à mener, nous aménageurs, avec la chaîne à l'amont, les établissements publics fonciers, et à l'aval avec les constructeurs. Le marché de la dépollution des sols, alors c'est des chiffres que j'ai essayé de retrouver ces derniers jours. C'est un marché qui a triplé en 15 ans, qui aujourd'hui est affiché au niveau de l'ADEME à peu près 600 millions d'euros par an, hors évacuation et transport, hors affouillement et transport. On est vraiment sur le traitement de la dépollution, l'ingénierie qui s'y rattache, l'accueil en décharge des déchets.
Ce qui est intéressant aussi, à mon sens, de souligner, c'est que dans ces chiffres-là, il y a 60% de cette prise en charge financière qui est aujourd'hui assurée par le monde du développement immobilier, on va dire, donc aménageurs, constructeurs, et le monde de l'activité qui est quand même le plus souvent à l'origine de cet état des sols n'y est que pour 40%. Et peut-être un dernier chiffre, j'arrêterai de vous assommer sur ces aspects-là. C'est intéressant aussi de noter que la part qui est développée par les industriels en matière de dépollution des sols se fait pour l'essentiel sur des traitements sur site, longue durée, avec des coûts qui sont évidemment optimisés. Et pour ce qui concerne le domaine de l'immobilier que nous représentons avec les promoteurs, c'est à 95% évacuation des charges. Donc je dirais que ça illustre plusieurs choses. Évidemment, l'enjeu financier que ça représente, la part grandissante, triplement en 15 ans, et tous les ans on gagne quasiment 100 millions sur ce marché. Donc on est aujourd'hui dans des problématiques de la ville sur la ville, la lutte contre l'étalement urbain, donc on intervient de plus en plus. La métropolisation, tout ça nous incite à intervenir sur des sites des sites urbains qui ont une histoire. Là aussi, on en reparlera rapidement, mais on est sur une problématique d'archéologie, parce qu'il faut essayer de refaire le fil de l'histoire, non pas tant souvent sur les aspects juridiques, mais souvent à travers des expertises techniques. Autre élément que ça illustre, c'est que l'assainissement de l'état très dégradé issu des activités dans les villes est laissé au bon soin de nous autres aménageurs et promoteurs. Donc on a tout intérêt, on ne peut pas jouer à cache-cache sur ce sujet, on nous met en responsabilité en tant qu'intervenant et opérant à la fois le changement d'usage et mettant, on va dire, les mains dans le sol, en retravaillant le sol. Donc voilà. Et effectivement, dernier paramètre, c'est 95% évacuation. Ça montre que on est malheureusement dans des problématiques de temporalité. Certes, pas tout à fait la même, celle du constructeur, celle de l'aménageur. L'aménageur a normalement un petit peu plus de temps. Mais la réalité, c'est que la maîtrise foncière prend du temps, etc. Et que le moment où il a le terrain vraiment à disposition, c'est souvent le moment où les premiers projets doivent commencer à se concrétiser parce qu'il y a des enjeux politiques, parce qu'il y a des enjeux financiers. Que quand l'aménageur arrive sur un terrain, il est quand même le plus souvent également sous contrat avec une collectivité. Enfin, il est dans un système avec des obligations d'avancement. Et donc, le temps ne nous aide pas à optimiser cette problématique. Voilà, donc maintenant me recentrer sur le sujet du jour, mais je pense que ça permet quand même d'amener déjà quelques éléments. Donc en tant que praticien, je dirais que de façon très simple, mon point de vue sur le rôle de l'aménageur, je ne m'aventure pas sur la responsabilité juridique et on y reviendra sans doute après. Je dirais que très simplement, c'est de partir d'une problématique d'aléa maximum quand l'aménageur arrive, pour progressivement réunir toutes les conditions qui vont permettre de cerner cet aléa et de le traiter dans une recherche évidemment d'optimisation coût-temps, de façon à, je dirais, arriver au final vis-à-vis des opérateurs qui prendront le relais, qui vont opérer une partie des travaux dans le terrain, à un niveau d'aléa qu'on peut considérer comme un aléa normal, acceptable, et qui n'est plus un aléa incertain, massif. Et voilà, donc la question de comment on arrive à opérer d'un aléa maximum. On récupère un passif dont on ne connaît pas trop bien de quoi il est fait, qu'est-ce qu'il a généré, et donc en plus à l'aveuglette, puisqu'on est sous ce qu'on voit, en faisant appel forcément à des expertises techniques qui sont très poussées et des compétences qu'il faut aller chercher. Et donc comment on arrive comment on chemine pour arriver au final à un niveau d'aléa qui est minimisé, sécurisé, cerné pour ceux qui opéreront derrière. Alors, si je rentre maintenant un petit peu, on va dire de façon un petit peu plus didactique et peut-être par étapes dans le cheminement du travail de l'aménageur, je le ferai évidemment juste pour peut-être pointer des difficultés ou des contraintes ou des questions que ça peut poser aux différentes étapes.
Donc, je dirais que la première étape, c'est qu'effectivement, on est aménageur en première étape dans la récupération d'un foncier. Et que c'est quand même clé, puisque si on pouvait, à cette étape-là, réguler ce rapport 40-60 que j'évoquais tout à l'heure, pour faire en sorte que les obligations qui incombent à ceux qui ont généré la pollution dans le terrain, on puisse leur faire prendre en charge, ce serait évidemment au bénéfice de toute la chaîne aménagement-construction que nous portons. Alors, on a, je dirais juste très très rapidement, quelques points de difficulté. On a, en tant qu'aménageur, souvent des modes d'acquisition qui ne favorisent pas la connaissance et le dialogue, en ce sens qu'on est souvent en mode d'acquisition forcée. On est, alors, en région parisienne et dans certaines régions métropolitaines, de plus en plus adossé aussi avec un travail des établissements publics fonciers, donc qui font l'intermédiation entre l'entrée des terrains dans les opérations et leur prise en charge par l'aménageur. Donc là, je dirais que c'est plutôt une piste, sans doute, de travail à creuser sur un temps de portage amont qui peut peut-être permettre d'optimiser cet objectif de gestion dans les meilleures conditions des dépollutions. Il n'empêche qu'on se retrouve souvent dans des situations où on a une connaissance très très faible de la situation environnementale à l'acquisition. On a évidemment les données, on va dire, de base, BASIAS, Basol, etc. On a, en tant qu'aménageur, essayé d'installer dès notre arrivée une étude historique qui permet aussi d'identifier les zones à risque, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Je dirais que quand ça nous est arrivé dans les différentes opérations que j'ai suivies, d'essayer de diligenter des expertises que le Code de l'Expro permet, de faire prendre en compte par le juge la question de la situation environnementale, à la fois pour la connaître et, je dirais, déterminer une valeur d'entrée qui, d'emblée, prend en compte quand même un état dégradé. C'est à la fois beaucoup de temps que l'on n'a pas toujours et des résultats tout à fait aléatoires. Donc tout ça pour dire que le récupération à l'amont du foncier voilà, nous amène à quand même prendre une situation avec une situation d'aléa très forte. Il y a également la question des ICPE, évidemment, qui pour nous est très problématique. Donc je dirais que la situation idéale que j'ai pu rencontrer un certain nombre de fois quand même, c'est un exploitant propriétaire, ça c'est l'idéal, sérieux, et qui va au bout de ses obligations par rapport à l'administration. Mais très souvent, on a une chaîne historique dont le dernier exploitant ne veut pas assumer ce qui s'est passé il y a 50, 80 ans, évidemment, et où on a du mal à faire reconnaître par l'exploitant, qui n'est souvent pas le propriétaire, ses obligations complètes en matière de réhabilitation des sols et de remise en état. Et puis je ne parle pas des situations qu'on appelle orphelines, qui sont quand même assez fréquentes, où, je veux dire, quand on remonte dans notre travail archéologique, comme tout à l'heure, c'est un sujet où l'information est clé et il faut aller la chercher, et c'est vraiment le sujet clé en fait pour l'aménageur vis-à-vis de ses partenaires et co-contractants qui suivront. Donc la question des ICPE orphelins est un vrai sujet. Voilà, à la fois l'aménageur n'a pas à se substituer à l'exploitant dans ses obligations, quelle que soit la situation historique, et à la fois il doit quand même faire en sorte que les choses puissent être purgées rapidement. Donc vis-à-vis de l'administration, il y a cette attention à ne pas se retrouver substitué, tout en effectivement essayant de trouver un mécanisme qui permet de régler la situation. Donc première étape, c'est rassembler les éléments d'information, donc l'étude historique, et évidemment, dès que la maîtrise foncière est opérée, le maximum d'informations au travers de diagnostics initiaux. Je dirais qu'en fonction des informations dont on dispose, quand l'aménageur arrive sur une opération, il va lancer un projet, essayer de concevoir un projet, mais il ne le crée pas de rien, il le crée quand même d'un cadrage qui est fixé par la collectivité. Donc c'est un peu l'interrogation que je pose par rapport au changement d'usage, la loi Allure vient essayer de repréciser ou confirmer certaines choses. On est clairement à l'entrée dans des choses qui sont posées soit par un PLU, soit par une collectivité à l'initiative d'une opération. Et je dirais que le travail qu'on va avoir à faire, c'est de définir un projet conforme à ces orientations qui annonce le changement d'usage, donc comment on le met en œuvre,
et qui vont, en fonction des informations recueillies, essayer on est tenu d'ajuster le projet en fonction de ces informations, notamment pour la question des équipements sensibles, qu'on n'ira pas mettre évidemment sur les sources de pollution les plus concentrées, et également la disposition des espaces publics, des espaces verts, etc., qui peuvent être déterminés par les informations qu'on a recueillies. Mais il faut bien voir que toujours dans cette phase amont, on a quand même le plus souvent peu d'informations, car pas la maîtrise du foncier, qui en soi est quand même une action qui prend plusieurs années, je dirais que d'expérience sur quand même pas mal de sites. Une maîtrise foncière, alors tout dépend de la taille des opérations, quand elle n'est pas acquise d'emblée parce qu'il y a une politique de long terme menée par une collectivité ou un établissement public foncier, ça prend plus que 5 ans, ça prend 5-8 ans, ça dépend des sites, les recours, les situations. On ne lance pas les acquisitions en même temps partout parce qu'il y a aussi une question de portage foncier, on le phase en fonction aussi du développement de projet. Donc la difficulté, c'est d'essayer d'ajuster un projet qui prenne en compte les informations qu'on a, mais qui reste partiel à ce stade-là. D'où l'importance, effectivement, de pouvoir, dès qu'on peut, approfondir les informations. En fonction de ces informations, notre rôle également, ça va, selon les cas, je pense que c'est un sujet aussi dont on pourrait débattre, amener à considérer qu'il incombe à l'aménageur, à l'échelle de l'opération d'aménagement, de réfléchir à quelque chose qui serait du ressort du plan de gestion et de l'EQRS, ou pas. Voilà. Donc tout dépend un peu de la situation. Si on a une bonne maîtrise du foncier, un bon niveau d'information et des idées très claires sur un projet qui serait très strict par rapport à ceux qui l'appliqueraient derrière, pourquoi pas? La réalité et la pratique montrent qu'on met la main dans un système très complexe qui peut se justifier. Parfois, j'ai quand même des exemples aussi où ça a marché, mais où il faudra y revenir, et y revenir, et y revenir, et on rentre sous les fourches quand même du contrôle de l'administration qui, on le redira sans doute, est un acteur évidemment clé, mais en même temps c'est un acteur qui est soit muet, soit censeur, mais qui n'est pas un acteur proactif. Donc c'est aussi une difficulté. Donc voilà, tout ça pour dire que, effectivement, en fonction des informations qu'on va avoir, on va avoir à l'échelle d'un site un intérêt à développer une stratégie globale de gestion de la pollution ou pas. Et donc ça peut être aussi, on aura intérêt quand on peut se dire qu'il y a vraiment des sources d'optimisation parce qu'on a un phasage qui permet de temporiser sur certains fonciers sur lesquels on pourrait faire des méthodes douces et plus longues et ou des équilibres des blés en blé à l'intérieur de l'opération qui permettront in fine d'optimiser les coûts. Mais le plus souvent, on ne va pas le faire parce qu'on met la main dans quelque chose qui de toute façon ne sera pas stabilisé. Les projets restent quand même à l'amont définis en termes d'intention mais pas en termes de projet et que les niveaux plan de gestion, EQRS, ARR, etc., ça s'appréhende, et je pense que la loi Allure, vous nous le confirmerez sans doute, vient vraiment dire que c'est au permis de construire que les choses s'appréhendent, donc c'est bien à l'échelle du projet quand il est vraiment très bien défini. Alors après, je passerai plus rapidement, évidemment on est acteur de la dépollution en ce sens que tous les espaces publics, les équipements qui sont pris en charge par l'aménageur, amène l'aménageur à mettre la main dans le cambouis, si je puis m'exprimer ainsi, et donc à traiter la dépollution. Donc il va essayer de le faire évidemment dans une logique d'optimisation. Évidemment, les risques, donc là on pourra échanger aussi sur les niveaux d'information et surtout de dispositifs que l'on met en place pour, je dirais, veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérive. On est vraiment constructeur et aménageur. Malgré tout, on est quand même soumis au risque, si le système est mal construit et mal suivi, de nourrir un petit peu la bête par rapport à ce marché dont je parlais tout à l'heure. Et on a tout intérêt à mettre en place tous les dispositifs de contrôle, de suivi, d'analyse, pour que, voilà, on a des volumes financiers qui peuvent très vite monter en mètres cubes et en tonnes, si on n'a pas un contrôle sur site, des maîtrises d'œuvre et des BET qui sont extrêmement rigoureux et qui sont missionnés pour ça à nos côtés. Alors, j'arrive maintenant à la fin, évidemment, de notre rôle, la fin, disons, à l'élément clé, et puis qui, je pense, justifie ce point important de ce débat, c'est que, in fine, ce qu'on doit, et notre rôle, c'est d'apporter aux acquéreurs et aux constructeurs toutes les informations, c'est notre devoir d'information,
et de définir avec eux un processus qui permette de cerner et maîtriser au mieux ce risque et le coût de la dépollution, dont, c'est un point de vue, la réalisation, à mon sens, incombera le plus souvent au maître d'ouvrage qui va faire les affouillements pour son projet. On va pas faire des trous, une gestion, sauf ce cas exceptionnel où on a des sources à purger, des citernes ou je ne sais quoi, et ou des mesures préventives par rapport à des écoulements vers des nappes, etc. La plupart du temps, la prise en charge en termes de maîtrise d'ouvrage se traite au moment des terrassements. Donc c'est quand même l'opérateur constructeur qui prendra le relais sur les lots constructibles, qui va opérer la majeure partie de cette gestion de la dépollution en termes de travaux, et dont, et là c'est là je dis, on ne joue pas au chat et à la souris sur ce sujet, la prise en charge sera de toute façon répercutée d'une façon ou d'une autre sur le bilan de l'aménageur, qui a donc l'obligation pour lui-même, au-delà des obligations réglementaires, d'avoir à l'acte une idée finalisée et tout à fait calée de son bilan sur l'opération. Voilà, donc effectivement, la question clé, c'est comment on arrive à trouver un dispositif sécurisant, un dispositif conventionnel vertueux qui rassure tout le monde, à la fois le constructeur qui a besoin de sécuriser cet aléa. Alors ça veut dire qu'il le ramène à un niveau acceptable, que ça soit vraiment une part aléa qui rentre normalement dans un bilan. L'aménageur, stabiliser son bilan, mais aussi être assuré que celui qui va opérer, parce que celui qui va opérer, donc le constructeur, les travaux de dépollution et de gestion de la dépollution, le fasse dans des conditions d'optimisation maximale en termes de timing et en termes de coût. Et tout ça dans les contraintes d'enjeux calendaires auxquels nous sommes enchaînés dans les opérations d'aménagement. Voilà. Alors moi, je finirai aussi peut-être en vous donnant un peu aussi une considération, un point de vue. On considère, au travers des différentes expériences de structures dans lesquelles je suis intervenu, en SEM et en établissement public, qu'on a un bruit de fond, on va dire, en Île-de-France, de sols, qui de toute façon ne sont pas nets, et qu'il serait peut-être assez sain de considérer que on a de toute façon une prise en charge qui doit être intégrée dans les bilans constructeurs de ce qui relève de jusqu'à la classe, ce qu'on appelle 3+. Alors je ne vais pas utiliser les termes techniques d'aujourd'hui, mais je pense que tout le monde s'entend. Et qu'on se concentre sur le sujet de comment on traite la pollution qui relève des catégories d'installation de stockage de déchets, donc de déchets plus lourds. Autre point de méthodologie, qui est évidemment mis à l'épreuve un grand nombre de fois avec l'appui des conseils avocats, notaires et de l'office Chevreux essentiellement. On a très souvent, dans notre problématique de calendrier, au moment de la promesse de vente, on n'a pas l'ensemble des informations requises. Donc on doit construire, et c'est vrai que c'est un point souvent de discussion longue, mais je pense qu'en termes de méthodologie, si tout le monde est rassuré sur les bonnes intentions et la bonne prise en considération des contraintes des uns et des autres, ça doit pouvoir se traiter d'une façon tout à fait apaisée. Une méthodologie qui permette d'arriver avant l'acte à, je dirais, la sécurisation des parties sur la façon dont sera traité et le coût que représentera la gestion de la dépollution. Donc ça amène à des procédures que je crois que vous avez mis en œuvre sur la ville de Paris, que nous testons là actuellement dans le Val-de-Marne, qui permettent de sécuriser aussi vis-à-vis de l'administration, là où le passage de l'administration n'est pas obligatoire, et donc de construire en pilotage du constructeur coordonné avec l'aménageur, un système qui va vers un plan de gestion qui est présenté à une administration et qui garantisse qu'in fine, on sache exactement comment on se sort de ce risque, sachant qu'on ne sera jamais vers un risque zéro. Bon, ça, je pense que tout le monde en est conscient. Et donc, on puisse finaliser le deal sur les volumes financiers et la manière dont ils sont pris en charge entre les parties. Voilà. C'est un balayage un peu rapide, mais...
Non mais balayage rapide, mais extrêmement éclairant et je trouve important. Et puis ça permet de comprendre le rôle de l'aménageur, hein, qui a un rôle pas simple et plus ça va, plus on en exige de lui. Hein, parce que par définition, quand vous cédez notamment à des promoteurs, vous allez imposer un usage donné, hein, avec une densité donnée, avec un usage donné. Et donc on se dit, à partir du moment où on nous impose ça, il faut que vous nous donniez les moyens de ce que vous nous imposez. Donc on voit bien que vous avez qu'on de plus en plus on exige de vous des choses précises, mais on voit aussi les limites de votre intervention, hein, tant dans l'accessibilité à l'information que dans les temps de votre intervention, qui sont liés à des calendriers opérationnels, des problématiques économiques. Et donc, d'où le fait que le rôle de l'acquéreur et notamment du promoteur va être important. Et donc, je trouve important que Mabel Leblanc nous dise un peu la vision qu'a un promoteur et les difficultés que vous avez quand vous arrivez finalement un peu non pas en amont de l'opération, mais à un moment où elle a commencé, et quelles sont vos inquiétudes, vos contraintes et comment vous envisagez les choses. Très bien. Écoutez, bonjour. Je voudrais saluer peut-être un peu plus particulièrement les confrères promoteurs. J'espère que je vais être une interprète juste de notre problématique et de notre approche lorsqu'on cherche à acheter un terrain. Donc, je vais aborder le sujet sur 6 points, et qui sont pour moi 6 étapes assez importantes de cette approche dans l'acquisition d'un terrain. Mais lorsque je vois que M. Givois vient de dire que la situation d'aléa a été très forte pour l'aménageur, pour nous, c'est pas mal non plus. Donc en fait, la première chose pour moi, le premier point, c'est la qualité de la formation est essentielle, vous l'avez dit, on le redit. En fait, lorsqu'un promoteur s'intéresse à un terrain, il y a plusieurs aspects. D'abord, c'est l'emplacement, bien sûr, le prix, le programme qu'on peut réaliser, la durée du montage aussi, c'est un élément important, les règles d'urbanisme, la qualité du sol et bien évidemment la pollution. Donc la pollution, en fait, on aime bien savoir, lorsqu'on va acheter un terrain, ce qui s'est passé avant. Vous parliez effectivement des conditions dans lesquelles vous achetiez ces terrains. Nous, on aime bien savoir s'il y a eu une ICPE avant, comment les règles de cessation d'activité qu'il y a eu de cette ICPE, s'il y a eu des audits de pollution, enfin, avoir une visibilité le plus complète pour apprécier les critères de manière plus proche des risques en fait d'acquisition de ce terrain. Donc, d'ailleurs, on parle de la loi Allure et elle semble renforcer cette information parce qu'elle a introduit les secteurs d'information des sols qui soit existaient déjà avec les bases qu'on connaissait, mais enfin, elle a une sensibilité sur ce devoir d'information. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la connaissance du programme. Donc, dans un monde idéal, on imagine, nous, promoteurs, qu'en fait, on va acheter un terrain sur lequel l'aménageur a défini un programme. Donc, il connaît parfaitement ce qu'on peut construire, bureaux, logements, combien de parkings. Donc, on imagine qu'en fait, il sait qu'il faut aller à tant de sous-sol. Donc, on peut imaginer, dans un monde idéal, qu'en fait, il a fait les audits de pollution et que tout est dépollué et que nous, en fait, on va acheter notre terrain pour faire ou du logement ou du bureau et que c'est parfaitement clair. Ce qui se passe, c'est que c'est pas forcément toujours comme ça, parce qu'il y a une notion qu'on vient nous rappeler, qui est une notion qu'on connaît tous, qui est utilisée depuis fort longtemps, qui est cette histoire donc de changement d'usage par rapport à ce qui existait avant. Parce que bien souvent, donc, on va réaliser un programme qui n'était pas celui qui existait avant. Il y avait une CPE ou pas, ou un terrain agricole, ou autre chose. Donc, en fait, l'aménageur va souvent nous dire, dans cet esprit de partenariat que vous évoquiez tout à l'heure, eh bien, écoutez, moi, le terrain est traité jusqu'à l'usage qu'il avait avant, mais comme vous allez faire du logement, donc, en fait, à partir de là, c'est plutôt pour vous. Donc, on vous laisse toute liberté de faire les audits que vous souhaitez, et puis, eh bien, à ce moment-là, vous prendrez en charge pour l'usage logement. Par exemple, si c'est du logement. Donc, alors évidemment, cette logique qu'on peut entendre, on peut l'apprécier en fonction du prix du terrain et bien évidemment de notre bilan de promoteur, parce qu'on parle aussi quand on fait une opération de promotion.
Donc, dans le troisième point que je voulais évoquer aussi, c'est les bureaux d'études. Ce sont des partenaires importants qui viennent avec nous au moment où, en fait, on réfléchit à tous ces sujets. Le choix du bureau d'études est essentiel. Je ne sais pas si vous, chers confrères promoteurs, vous avez eu des difficultés avec certains bureaux d'études. Peut-être on en a eu. Et c'est vrai que c'est un partenaire qui doit être précis, qui doit être aussi un partenaire des aménageurs ou des villes pour proposer des solutions, des plans de gestion, des solutions constructives, économiques et intéressantes pour tous. Parce qu'évidemment, une fois que nous achetons les terrains, les promoteurs, on nous appelle les professionnels de l'immobilier. Donc en tant que professionnel de l'immobilier, ça veut dire transfert total de la responsabilité. Donc une fois qu'on l'a acheté, on l'a. Et si on découvre de la pollution, eh bien, ça peut bouleverser de manière très importante l'économie financière de l'opération. Donc le choix du bureau d'études est important. Alors, le cinquième point, effectivement, c'est les sous, le problème financier. Pour nous, effectivement, on imagine que l'aménageur a prévu dans son bilan le coût de la dépollution. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Mais effectivement, ce n'est pas tout à fait comme ça. Donc, dans les promesses de vente, il y a des clauses, effectivement, qui règlent le fait, pour le promoteur, la possibilité de faire des audits. Et on pourra prendre en charge ce coût de dépollution, mais évidemment à certaines conditions, non seulement de dépollution, mais de décharge en charge spécialisée, si effectivement le bilan fonctionne, s'il y a une économie générale qui est respectable pour faire l'opération. Alors notre effort de promoteur va être d'autant plus important si le cahier des charges de cession des terrains ne nous impose pas trop de logement social, évidemment. Petite parenthèse. Donc pour finir, j'apporte un hommage effectivement au notaire, qui est un partenaire vraiment essentiel dans la rédaction des promesses de vente. Parce qu'une fois qu'on a étudié tous ces paramètres, il va falloir rédiger. Donc le bureau d'études va nous aider à faire des audits. Nous, on est très intéressés par le terrain parce que c'est un très bon emplacement, c'est un très beau programme. Les règles d'urbanisme vont bien. Et lorsque nous, on signe des promesses de vente, on a toujours un esprit extrêmement constructif et ouvert et de dialogue, en fait. On veut des portes ouvertes, on n'a pas envie du tout de mettre des clauses contraignantes et qui ferment des portes. C'est-à-dire, je fais la pollution, ça coûte tant, si ça coûte tant, je n'achète pas. C'est pas du tout l'état d'esprit dans lequel on est. Généralement, si on s'intéresse à une opération, on a envie de réussir. Donc, d'où le fait d'être des acteurs vertueux entre l'aménageur, le notaire et nous, et de trouver des clauses qui vont satisfaire donc toutes les parties et surtout d'aboutir à cette opération de promotion immobilière. Voilà. Merci beaucoup Mabel. Je vais passer la parole à Patricia. J'avais en fait, moi en écoutant Dominique et Mabel, enfin je vois plusieurs sujets. Il y a tout le sujet qui tourne autour de l'obligation d'information, et donc ça je trouve que ce serait pas mal que vous nous expliquiez un peu qui doit quoi, comment, pourquoi, Patricia. Et puis il y a aussi ce qui est extrêmement important, c'est que quand on est en face d'un propriétaire vertueux à l'origine, les propriétaires exploitants qui a tout fait correctement, etc., il n'y a pas grand sujet. Mais la plupart du temps, on se retrouve face à des situations où la situation de l'exploitant est absolument pas claire, et donc où il y a tout le travail de remise en état et de travail avec l'administration qui n'a pas été fait. Et donc là, moi, j'aimerais avoir votre avis, Patricia, sur quelle est la bonne façon de procéder et quel est, dans des cas comme ça, le rôle de l'aménageur. Dominique, et moi, c'est mon sentiment, est venu dire que, bien sûr, l'aménageur doit faire tout le travail d'analyse, d'audit, de coordination, de dépollution au regard de ce qui doit être fait de manière générale. Mais est-ce que
il est là aussi pour endosser toute la responsabilité administrative de l'exploitant au départ. Et puis, il y a aussi des questions, je suis désolée, je vous assomme, mais il y a aussi des questions sur, après vous répondrez comme vous pouvez, parce que je sais que c'est pas des sujets simples, mais il y a aussi des questions sur, on voit bien que les points de vue sont pas totalement d'accord, mais après des personnes dans la salle pourront aussi réagir sur quand cette dépollution doit être réalisée. Est-ce que c'est par l'aménageur avant de commencer à contracter avec, avant de vendre au promoteur, ou est-ce que c'est au promoteur? Enfin, vous voyez, il y a toute une série de thématiques qui relèvent du droit, mais aussi du bon sens. Et j'aimerais bien avoir votre point de vue au regard de votre expérience. Merci Michel. Donc j'ai 2 jours là. Déjà merci Michel et Jean-Félix pour me donner la parole sur cette thématique qui est effectivement très complexe. Donc tout à l'heure, les intervenants évoquaient le fait qu'il y avait des aléas. Là aussi, on est quand même dans des zones d'aléas. Il a été évoqué par Dominique Givois la question de la temporalité, qui est un point essentiel. Un point où à la fois la technique, l'opérationnalité se trouvent confrontées à des situations qui peuvent être vraies à l'instant T, puis à T+1, elles ne sont plus correctes, et du coup le droit se trouve un petit peu pris en otage ou ne sait plus comment réagir. Donc d'où cette question d'anticiper une temporalité qui peut ne pas être vraie à J+1. Vous avez évoqué la qualité de l'information. Donc bien sûr, je vais répondre à la question, mais que ce soit pour l'aménageur, que ce soit pour le promoteur, que ce soit pour les acquéreurs futurs, à savoir ceux qui vont occuper les logements. L'information est essentielle parce qu'elle va permettre à chacune des parties, ici présentes, soit aménageur ou promoteur, de préparer un dossier qui sera moins mauvais s'il y a un contentieux futur, qui sera même peut-être très bon dès lors que l'obligation d'information a été correctement remplie et dans toutes ses composantes. Alors une fois que j'ai dit ça, il faut répondre à toutes les questions de Michel. Quelques points sur lesquels je voudrais revenir. Effectivement, la pollution est un gros mot. Un gros mot qui génère toute une série de fantasmes, de craintes, de crispations. Michel a évoqué le terme de griffe. Dans les dossiers, lorsque les parties se crispent et sont parfois sur des positions un petit peu de prérequis qui consistent à dire « mais moi, je n'ai pas pollué, donc je n'ai rien à payer ». Moi, je veux construire de logements, donc je veux que le terrain qu'on m'amène soit aménagé pour mon objectif de logement. Et puis l'aménageur, lui, va dire, mais moi, j'achète un tiers, je récupère de la ville, je suis juste là pour aménager en vue d'eux, je suis en transition quelque part. Pourquoi j'assumerais pour un exploitant passé, industriel, voire pour les décennies qui ont précédé ce changement d'usage, donc la dépollution. Et face à cette situation de crispation, parfois, on n'arrive pas à se parler. Moi, la première réaction que j'ai, c'est de dire aux parties, écoutez, et vous l'avez évoqué, Dominique, on arrête, on ne va pas plus loin dans la discussion juridique. Posons-nous d'abord la question de savoir de quoi nous parlons. Quel est l'état de la pollution? Et 9 fois sur 10, à partir du moment où ce travail technique a été correctement réalisé, eh bien, là, on peut commencer à discuter, on peut commencer à se mettre autour de la table, parce qu'on n'est plus dans le fantasme d'un truc monstrueux qui va mettre en péril l'équilibre économique des projets d'aménagement ou du promoteur. Donc ça, c'est déjà le point fondamental, savoir que, de mon point de vue, les traductions juridiques et les accords juridiques, les garanties données par les uns et les autres, ne peuvent avoir de sens que si, préalablement, il y a des bureaux d'études techniques qui ont fait, vous l'évoquiez, qui ont fait le travail nécessaire, sérieux, pour renseigner. Soit dit en passant, bureau d'études techniques, je conseille toujours que chaque partie ait son bureau d'études techniques. Pour des raisons X, Y, Z, sur lesquelles je ne m'attarderai pas, mais c'est un conseil de bon sens parce que la pollution en droit est très compliquée, en technique également. Et il y a toujours plusieurs façons d'appréhender un sujet, plusieurs façons de voir la pollution. Et il faut vraiment que chaque partie ait son conseil bureau d'études techniques. Alors, une fois qu'on a cette photographie de l'état de la pollution et qu'on a un petit peu dégonflé la bête pollution, là, le droit intervient. Il intervient à travers 2 axes. Un axe contrainte et un axe, je dirais, liberté.
L'axe contrainte, c'est quoi? C'est tout simplement la contrainte administrative, la contrainte liée à la police des installations classées pour la protection de l'environnement, qui va générer toute une série d'obligations et qui va générer, in fine, un niveau de réhabilitation qui sera peut-être satisfaisant pour le projet futur ou, en général, pas satisfaisant. Mais ce prérequis de la contrainte de la police administrative UCPE est essentiel, il ne faut surtout pas passer par-dessus. Surtout pas parce que les contrats de droit privé, ça a été évoqué à table ronde précédente, sont inopposables à l'administration. Donc si les parties, promoteurs, aménageurs, tombent d'accord pour tel ou tel niveau de réhabilitation, et que l'administration se réveille en disant « mais moi, là, dans cette histoire, j'avais quelqu'un qui s'appelle un exploitant d'ICPE, qui n'a pas fait mon dossier de cessation d'activité, et je souhaite qu'il y ait remise en processus de toutes les démarches administratives de cessation d'activité, avec, depuis la loi Bachelot, un procédé itératif qui conduit à un niveau de réhabilitation à atteindre par le dernier exploitant très précis. Donc l'administration peut venir quelque part tout perturber et faire stopper une opération qui, contractuellement, aura été, par la liberté des parties, bien pensée, mais qui n'aura pas anticipé en préalable le fait qu'il y a ce tiers, police des installations classées, qu'il faut gérer. Donc, contrainte liée à la police des installations classées, plus liberté contractuelle. Et c'est là où on peut arriver à faire combiner, et c'est là où il faut absolument que l'on réussisse à faire combiner les deux. Alors, un petit mot avant Allure, pour dire pourquoi je veux parler de ce qui se passait avant la loi Allure. Parce qu'on peut lire de ci, de là que la loi Allure a entraîné une réforme du droit des cités sols pollués. De mon point de vue, non, ce n'est pas une réforme. Et Hugues Portelli, en sa qualité en plus de sénateur, qui a bien suivi la navette de la loi, pourra nous en parler. La loi Allure est venue fixer dans le marbre de la loi les bonnes pratiques, qui étaient celles des bons aménageurs et celles des bons promoteurs, et qui étaient même les pratiques demandées par le ministère de l'écologie. Avant la loi Allure, de quoi parlions-nous en matière de cités sols pollués? Bon, déjà, il faut savoir qu'on n'a pas de loi sur les cités sols pollués. Bon, la problématique cités sols pollués était appréhendée par le droit uniquement à travers l'angle des installations classées pour la protection de l'environnement, qui nous disait que lorsqu'une installation classée cesse son activité, le dernier exploitant doit remettre en état le site. Ne dit pas dépolluer, doit remettre en état. Et là, déjà, je souhaite tordre le cou à un vocable qui est la dépollution. On ne dépollue pas. On remet en état pour un usage futur déterminé. Et c'est là où c'est très important, c'est là où il y a des problématiques qui peuvent du coup, et des discussions, parfois un peu musclées, aménageurs, promoteurs, et voire acquéreurs futurs, parce que chacun va dire, mais moi, ça a été dépollué. Non, ça a été remis en état par rapport à un usage futur, fixé à un instant de raison, soit par la loi des installations classées, soit de par la volonté des parties. Et comment cette remise en état est déterminée? Par une méthodologie nationale des cités sols pollués, qui était celle de 1990, et trois clés d'entrée, je dirais: source, cible et voie de transfert. J'ai une source de pollution, j'ai une cible industrielle, j'ai une cible personne sensible. Est-ce que j'ai ou non une voie de transfert? Et tout le travail des bureaux d'études dans leurs outils, qui étaient fixés par des guides méthodologiques, consiste à dire, eh bien, pour que la pollution qui est là, qui est présente, sinon on ne serait pas en train d'en parler, pour que cette pollution présente me permette quand même d'aboutir à un programme de logement ou un programme de bureau, que dois-je faire? Est-ce qu'il va falloir jouer sur la source, donc enlever la pollution? C'est assez rare. Est-ce qu'il va falloir que je joue sur la cible? Je change de cible. Finalement, je ne vais pas faire du logement, mais je vais faire que du bureau, je vais faire que de l'industrie. Ou est-ce que je vais jouer sur la voie de transfert? C'est-à-dire que là, j'avais prévu de faire un potager. Je ne vais pas faire de potager, parce que mes carottes peuvent être une voie de transfert de la pollution ingérée par l'humain. À la place de ce potager, je vais faire un parking en surface. Comme ça, je coupe ma voie de transfert entre la pollution et ma cible. Donc voilà, c'est un travail très itératif, du coup, qui amène, si possible, au moment de l'appréciation de ce que sera le futur de ce terrain, de jouer sur ces trois leviers: source, voie de transfert, cible, pour arriver à quoi? À minorer le coût
alors j'emploie le terme dépollution, c'est celui qu'on emploie, mais pour minorer le coût de la dépollution et que ça permette d'opérer une reconversion des sites, sinon on n'y arrive pas. Donc ça, c'était avant la loi ALUR, donc avec la politique nationale des cités sol polluées de 90, avec une circulaire de 93, avec des notes du ministère de l'écologie et un courrier de 2005 et 2003 que je souhaite quand même vous lire parce que c'est très rapide. Circulaire alors courrier de 2005. C'est avant la loi ALUR. On va voir que la loi ALUR, en quelque sorte, le consacre dans le marbre. On nous dit quoi? Circulaire du 10 novembre 2005. La responsabilité première de maîtrise des risques incombe au maître d'ouvrage, qui doit à ce titre réaliser les diagnostics nécessaires à adapter le cas échéant son projet en conséquence. La gestion des risques éventuels liés au terrain relève de la responsabilité des maîtres d'ouvrage, au regard notamment du Code civil. Donc on en tire quoi? On en tire que Elle a ma petite note. Le dernier exploitant, il a ses obligations administratives. Obligations administratives qui font que si la cessation d'activité a eu lieu avant octobre 2005 par la loi Bachelot, en gros, il doit réhabiliter pour un usage industriel. Point à la ligne. Donc un dernier exploitant propriétaire, en général, 9 fois sur 10, il va dire au futur occupant, écoutez, moi, je vais remplir mon obligation administrative de dernier exploitant, je vais dépolluer pour un usage industriel. Et après, tout le reste, tout le changement d'usage, c'est vous qui l'assumerez. Et il sera dans son droit. Et c'est là où parfois, lorsque des clients me disent « mais il a pollué, il faut qu'il dépollue tout ». Non, la seule contrainte à laquelle il est tenu, en application du principe pollueur-payeur, c'est cela, c'est remettre en état par rapport à l'usage, soit industriel parce qu'il a cessé son activité avant octobre 2005, soit s'il a cessé son activité après octobre 2005, il y a tout un mécanisme qui fait qu'il doit proposer au maire ou au propriétaire, ce n'est pas lui-même le propriétaire, un usage futur. Donc en général, il propose un usage industriel, ça coûte moins cher. Sauf s'il est le propriétaire qui veut valoriser son terrain. À défaut d'accord entre le propriétaire, le maire et l'exploitant, c'est déterminé par rapport au document d'urbanisme en vigueur à la date de la cessation d'activité. Donc un industriel qui cesse son activité en général, c'est usage industriel. Donc, ce qui veut dire que s'il n'y a pas d'accord entre le propriétaire, le maire et l'exploitant, le niveau de réhabilitation qui sera atteint par le dernier exploitant sera de l'usage industriel, qui n'est souvent pas suffisant. Sauf, et c'est là où ça peut être intéressant, mais il y a des contentieux, sauf si on peut exciper du fait qu'au moment de la cessation d'activité, les documents d'urbanisme en vigueur permettaient autre chose que l'industrie. Donc, si aménageur ou ville, mais il y a des contentieux, sont face à un industriel qui a vendu son terrain, parce qu'il était industriel propriétaire, qu'il fait une réhabilitation pour un usage industriel, qui est insuffisant. Et si au moment où il a fait la cessation d'activité, le plus permettait de faire du logement, là on peut reboucler et dire mais non, vous deviez, et vous, préfet, vous auriez dû imposer au dernier exploitant de réhabiliter pour un usage compatible avec le plus, donc du logement. C'est pas facile. En tous les cas, on a quand même cet outil-là qui peut permettre d'alléger le bilan de la dépollution au moment du changement d'usage. Et puis bon, la jurisprudence avant ALUR, c'était un peu du grand n'importe quoi. Van de Waal, Cour de justice des communautés européennes, qui nous disait que des terres polluées excavées étaient des déchets. Donc c'est super. Ça veut dire que sur la plupart des opérations immobilières France entière, les immeubles étaient construits sur des décharges, stockage de déchets. Heureusement, derrière, la directive déchets est venue dire que ça ne s'appliquait pas aux terres polluées qui étaient sur les sites. Alors, ALUR, rapidement, effectivement, est venue nous consacrer ces bonnes pratiques de méthodologie, cités sols pollués, de changement d'usage, etc. Avec les secteurs d'information sur les sols. Alors, la loi ALUR, c'est quoi? C'est 8 articles, 6 projets de décret en attente, un arrêté ministériel. Et puis, c'est pas la loi ALUR, en réalité, c'est un article de la loi ALUR. C'est l'article 173 de la loi ALUR, qui n'était pas prévu initialement. Et c'est par l'opiniâtreté de certains, dont les brownfielders, dont certains sont dans la salle, qu'on a réussi à réintroduire, mais on parle de lutte contre l'étalement urbain.
très bien, mais il y a tellement de friches industrielles qui ne sont pas utilisées parce qu'il manque l'outil juridique de sécurisation pour permettre à des parties qui auront envie de s'occuper de ces terrains pollués de le faire, alors que les industriels ne veulent pas céder leur terrain parce que le droit des installations classées est trop complexe, que la loi Allure est venue essayer de mettre du liant et d'être dans une logique très vraie vie. Voilà, droit des installations classées, c'est un truc. Cité sol pollué n'existe pas. La loi Allure, l'article 173, a fait vraiment une concertation entre les acteurs opérationnels terrain pour réussir à toucher ces friches industrielles, afin de permettre le développement immobilier. Alors, les secteurs d'information sur les sols sont assez intéressants, puisque du coup, ils vont permettre d'identifier des zones de pollution. Ils seront annexés au PLU. Et il est prévu qu'il y ait une carte des anciens sites industriels. Alors, le projet de décret qui est actuellement en discussion traduit cette carte des anciens sites industriels en activité par tout simplement la transposition de BASIAS en CASIAS. Avant, c'était base, maintenant ce sera carte. Vous voyez, c'est pas terrible, mais c'est législatif. BASIAS n'avait aucune valeur législative. Donc maintenant, on donne à BASIAS une valeur législative. BASIAS devient CASIAS. Avec les trous dans la raquette de BASIAS, bien évidemment. Et le certificat d'urbanisme devra indiquer si le terrain est visé dans cette carte CASIAS. Donc là, c'est intéressant parce que la loi Allure crée des ponts entre le droit de l'environnement et le droit de l'urbanisme, ce qui est souvent une problématique pour les élus locaux. Autre point important, toujours sur les secteurs d'information sur les sols, c'est que si il y a un projet de construction, d'aménagement dans un secteur d'information sur le sol, il faudra qu'il y ait une étude de sol qui soit produite au moment du dépôt de la demande de construction ou d'aménagement et attestée par un bureau d'études. Donc, nouveauté, bureau d'études certifié, nous dit la loi et précise le décret, devra attester de la réalisation d'une étude de sol avec un particularisme français que nous évoquions, sauf en matière de terrain ayant fait l'objet d'une expropriation pour DUP. Alors pourquoi ? Il n'y a aucune rationalité de mon point de vue juridique, mais purement politique. Il y a certains projets immobiliers qui font l'objet d'une DUP qui doivent se réaliser très très vite. Donc dans ce cas de figure, eh bien, on n'aura pas besoin, promoteur aménageur, vous n'aurez pas besoin de produire une étude de sol attestée par un bureau d'études. Bon. Autre nouveauté de la loi Allure très intéressante, c'est la notion de tiers demandeur. C'est quoi le tiers demandeur ? C'est l'article 514-20. Un tiers demandeur avec des capacités techniques et justifiant des garanties financières pourra purement et simplement se substituer, alors en tout ou partie, nous dit le projet de décret, dans la loi c'est pas précisé, mais le projet de décret nous dit en tout ou partie, se substituer au dernier exploitant. Et c'est là où part cette notion de tiers demandeur, qui n'est pas définie, hein, ça peut être l'aménageur justement, que vous évoquiez tout à l'heure, mais quid des terrains sur lesquels il n'y a plus de dernier exploitant. On ne sait pas quoi faire et pour autant le dossier de cessation d'activité n'a pas été clôturé. Donc on a une espèce de vide d'un point de vue administratif. Bien, l'aménageur pourra demander à être tiers intéressé ou tiers demandeur ou des sociétés de brownfield. Patrick pourra en parler dans la salle, Patrick Viterbo. Donc des sociétés qui sont spécialisées dans la récupération de terrains pollués dont personne ne veut pour les reconvertir ensuite, les donner conformes à un usage futur. Donc tiers demandeur, on pourra peut-être en parler plus, mais c'est une notion qui est très intéressante et qui va permettre, de mon point de vue, de sortir de certaines impasses depuis des années. Autre point sur la responsabilité. La loi Allure établit une hiérarchie des responsables qui n'existait pas en droit, qui existait dans la jurisprudence. Donc en fait, cette hiérarchie des responsables consacre en gros ce que la jurisprudence au fil des années avait établi, à savoir, premièrement, s'il y a une ICPE, le responsable c'est le dernier exploitant ou le tiers substitué pour des ICPE. S'il n'y a pas d'ICPE, le responsable est le producteur du déchet ou le détenteur du déchet. Alors on nous dit détenteur du déchet, est-ce que c'est fautif ou négligent ?
Je vérifie parce que ça a son importance. C'est ni l'un ni l'autre. C'est le producteur des déchets qui a contribué à l'origine de la pollution des sols ou le détenteur des déchets dont la faute y a contribué. Ça, c'est à titre principal. Et puis, à titre subsidiaire, en l'absence de responsable, donc dernier exploitant, tiers intéressé, producteur des déchets ou détenteur de déchets, à titre subsidiaire, la loi Léon nous dit le propriétaire pour être recherché. Donc là, attention. Mais pas n'importe quel propriétaire. Le propriétaire, s'il est démontré qu'il a fait preuve de négligence ou qu'il n'est pas étranger à cette pollution. Là encore, j'ai envie de dire, on retrouve les fondements classiques que nous avions précédemment, mais c'est dans la loi. Et sur l'information, c'est intéressant, là encore, puisque la loi Allure ajoute un article, elle reprécise l'article 125-7 en nous disant que lorsqu'un propriétaire ou un bailleur, donc vend ou loue, un terrain concerné par un secteur d'information sur les sols, il doit informer par écrit l'acquéreur ou le locataire du fait que le terrain est situé dans un secteur d'information sur les sols. On retrouve le 514-20 que vous connaissez. Le vendeur d'un terrain sur lequel une ICP a été exploitée est obligé d'en informer par écrit l'acquéreur. À défaut, et là on retrouve la sanction commune à 125-7 et à 514-20, à défaut, la sanction, c'est la résolution de la vente, la remise en état du terrain aux frais du vendeur ou du bailleur, ou une remise du loyer. Et Allure est venu ajouter un point essentiel qui nous dit que cette action, donc en résolution de la vente ou en diminution du prix du loyer, n'est possible que si alors je le lis précisément, le terrain est impropre à la destination précisée au contrat. Donc c'est là où dans le contrat, indiquer de façon très précise la destination objet de l'accord des parties devient fondamentale parce qu'elle va faire obstacle, éventuellement, à une action pour défaut d'information. Jusqu'à présent, le défaut d'information, c'était bête et méchant. Hein. Jurisprudence d'Ardilly, on ne l'avait même pas dit par écrit, donc c'est résolution de la vente encourue. Maintenant, la résolution de la vente, si je prends le pire des cas, sera encourue que si, étape supplémentaire à franchir, premièrement, il est établi que le terrain est impropre à la destination précise dans le contrat, et deuxièmement, l'action devra être engagée dans les 2 années de la découverte de la pollution. Il va y avoir de la jurisprudence. Hein, parce que quel moment, à quelle date on fait partir le point de départ de cette prescription de 2 ans, découverte de la pollution. C'est pas évident, mais voilà, ça rend un peu plus compliqué les actions pour défaut d'information. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas informer de façon la plus exhaustive, complète. En matière de pollution, j'ai souvent mes clients, dites-en plus que moi. Permettez à votre acquéreur de venir faire tout ce qu'il veut sur le terrain pour qu'il n'y ait pas cette épée de Damoclès d'erreurs sur lesquelles est substantielle de la chose vendue, tout simplement, ou acquise plutôt. Et dernier élément, Michel, si j'ai encore 1 minute. Bien sûr. Ce matin, on parlait première table ronde des servitudes. La loi Allure est venue ajouter un petit point intéressant, c'est qu'en matière de pollution, des terrains qui ont fait l'objet de réhabilitation, en général, c'est une réhabilitation pour un usage donné, usage industriel par exemple. Et les préfectures tiennent à ce que l'usage, la compatibilité de la pollution avec l'usage donné soit vraiment attachée au terrain. D'où les demandes des préfectures d'inscrire cette compatibilité par des servitudes d'utilité publique. On voit bien pourquoi. Donc de plus en plus, en France, on a des SUP. Mais en matière de pollution, la loi était quand même bien ficelée parce qu'il y avait des levées de servitude possibles. À la demande du dernier exploitant, alors on nous dit c'était si l'objet de la servitude n'est plus, ils ne vont pas sur la cause, voilà, ils vont sur l'objet. Dans le cas des terrains pollués par une installation classée, lorsque la SUP est devenue sans objet, elle peut être supprimée. Et la loi Allure nous rajoute à l'initiative du propriétaire. Et ça, c'est très important. Parce que des terrains sur lesquels le dernier exploitant a fait ce qu'il voulait, après, pourquoi il demanderait la levée de la SUP ? C'est moins confortable pour lui. Alors que le propriétaire qui a fait le changement d'usage
et qui, lui, ne veut plus dessus parce que ça grève quand même le terrain d'une moins-value potentielle, eh bien, par la loi Allure, l'article 515-12, il pourra demander la levée de la SUP. Et je crois que j'en ai terminé avec mon inventaire un petit peu à l'après-vert qui rejoint les responsabilités. Est-ce que ça va, Michel, ou il manque des super points? et merci beaucoup. Je sais que on est très 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 en demande sur le sujet. Avant que on rediscute tous ensemble sur le tiers demandeur, parce que je pense que c'est important justement, et notamment c'est important pour l'aménageur pour voir ce qu'il est obligé de faire ou pas, et quelle est la bonne façon de faire, et notamment en termes de responsabilité. J'aimerais bien que Monsieur Portelli nous donne sa vision, tant de praticien, mais également aussi par rapport à la loi Allure, votre vision de parlementaire et ce qu'il y avait derrière tout ça. Avant, je veux dire que j'ai été bluffé par Patricia, mais je la connais bien. Donc, ce qu'elle a dit était vraiment très complet, très précis et vraiment, il n'y a rien à ajouter. Simplement, je voudrais quand même d'abord faire deux remarques préliminaires. La première, c'est que nous ne sommes pas tous à Paris. Donc, on n'a pas tous la chance d'avoir une commune de 2 millions d'habitants avec des services administratifs qui fonctionnent, un préfet qui est quand même trié parmi le haut de la hiérarchie préfectorale, et des services qui fonctionnent. Beaucoup de gens dans ce pays vivent dans des territoires qui n'ont pas ce degré de déficience. Je vous donnerai quelques exemples. Vous avez des villes comme Strasbourg où il n'y a toujours pas de PLU. On a encore un poste. Et ce qui fait que quand un aménageur veut venir à Strasbourg pour faire de l'aménagement, eh bien, il a intérêt à avoir d'excellents avocats et à faire extrêmement attention parce que entre les compétences qui ont été transférées à la communauté urbaine et celles qui sont encore celles de la ville, et puis le fait qu'on est encore avec de vieux postes qui remontent à une vingtaine d'années, eh bien, il est très difficile de travailler en sécurité. La deuxième chose que je voulais vous dire aussi, c'est que beaucoup de communes, beaucoup de préfectures ont des services qui ne fonctionnent pas toujours très bien et qui ne sont pas capables parfois d'agir, que ce soit en droit ou dans les services techniques, ou d'urbanisme. Puis d'autre part, eh bien, de pouvoir contrôler efficacement. Et beaucoup de problèmes arrivent souvent aux aménageurs ou aux promoteurs, tout simplement parce qu'en face d'eux, ils ont des interlocuteurs qui ne sont pas au niveau, tout simplement. Troisième réflexion, quand on travaille sur un sujet comme le vôtre, en fait, on a 4 types de niveaux différents potentiels. Le premier, c'est le territoire dans lequel on va opérer, qui est donc un territoire qui est géré par des collectivités publiques, par des établissements publics aussi, parfois. Donc on aura affaire parfois à une commune, on aura parfois affaire à un établissement public de coopération intercommunale, parfois les deux. Parfois aussi interviendra l'établissement foncier qui va faire le portage à un moment donné. Et donc du coup, la situation n'est pas forcément la même, mais la solution non plus. Et puis du côté des entrepreneurs, on peut se trouver avec des situations où l'aménageur est une entité bien précise et où les promoteurs sont une entité précise aussi, mais où parfois aussi l'aménageur et le promoteur sont les mêmes. Vous avez un groupe financier où il y a à la fois l'aménageur et le promoteur. Et on peut avoir donc une situation à 4, donc le territoire, l'autorité publique de contrôle, l'aménageur et le promoteur, mais simplement 2 aussi. D'un côté, une autorité publique unique, qui fait à la fois le contrôle, maître d'ouvrage, etc. Et puis en face, eh bien, une entité privée unique, ou semi-publique unique, où le promoteur et l'aménageur sont en fait une seule et même personne morale. Donc voilà, du coup, les choses ne sont pas toujours très simples. Dernière réflexion aussi préliminaire, le fait que le facteur temps dont on a souvent parlé dans cette table ronde est décisif. Je vous donnerai un exemple. Vous avez un terrain, un espace donné. Et cet espace donné, eh bien, il doit faire l'objet d'aménagement, avec construction de logements, d'équipements publics,
d'équipements commerciaux, etc. L'aménagement, il est prévu pour se dérouler, on va dire, sur une dizaine d'années. Donc, que va-t-il falloir faire? Il va falloir d'abord acquérir la propriété de ces terrains. Bien. Et pour acquérir la propriété de ces terrains, eh bien, on va prendre parfois du temps, pour une raison très simple, c'est que si l'aménagement est prévu, par exemple, pour se faire en 4 tranches de réalisation, eh bien, il n'est pas nécessaire d'acheter tout de suite. Parce que tout simplement, ça coûte cher. Il va falloir faire le portage financier de ces terrains, et puis ensuite les vendre à l'aménageur, qui ensuite les vendra au promoteur. Et donc, il va y avoir un décalage dans le temps de ces différentes étapes. Et comme les différentes étapes, en fonction des tranches et puis de la nécessité d'acheter, etc., vont être décalées, eh bien, le problème de la pollution aussi va être décalé. Alors bien sûr, normalement, on bénéficie d'instruments, d'informations qui permettent d'avoir des idées de la question. Et évidemment, l'un des aspects les plus positifs de la loi ALUR, c'est qu'elle va permettre, lorsque les décrets d'application seront pris, pour le moment ils ne le sont toujours pas, elle permettra donc du coup de savoir quel est l'état des terrains et de pouvoir faire de la prévision sur ce qui attend l'acquéreur, ce qui attend l'aménageur et ce qui attend le promoteur. Mais ce n'est pas encore tout à fait le cas aujourd'hui. Ajoutez à cela le fait que, de surcroît, lorsque vous allez acquérir le terrain, par exemple, la commune acquiert le terrain, dans un premier temps. Elle acquiert ce terrain, elle va donc faire les études pour savoir quel est l'état du foncier, quel est l'état éventuel de la pollution. Mais entre le moment où la promesse de vente a été signée et le moment où elle a acquis le terrain, par exemple, si on se trouve dans la dernière tranche, pas mal de temps est passé. Et le terrain va être acquis, pas forcément à une entreprise qui a été le dernier exploitant du site. Ça peut être une SEM, par exemple. Par exemple, quand vous êtes dans une ville nouvelle. L'État a exproprié tout le monde. Ensuite, on a transféré la propriété à une SEM. La SEM, ensuite, a passé le terrain à la commune. Et la commune, à la fin, va vendre le terrain à l'aménageur. Mais il se passe beaucoup de temps. Ce qui fait que, quand vous vous trouvez sur un site pollué, eh bien, très souvent, l'entreprise qui a pollué, qui était propriétaire, elle n'existe plus depuis très longtemps. Ça fait plus de 30 ans que l'entreprise a disparu. On ne sait pas qui est là. Et du coup, eh bien, c'est la collectivité qui va se retrouver avec le terrain en question. Et alors, ce qui se passe aussi souvent, c'est que, moi je vous parle d'expérience, au départ, on ne sait pas qu'on va faire une opération d'aménagement. Donc, on se dit, bon, on va aller cette usine-là, on va la démolir. Et c'est en la démolissant qu'on s'aperçoit qu'elle a pollué tout. Qu'elle a balancé tous les hydrocarbures dans la nappe phréatique, et que du coup, la commune va être obligée de dépolluer le sol. Bon. Donc là, c'est pour elle. C'est elle qui va payer, tant pis pour elle. Elle ne savait pas qu'elle allait aménager après. Par contre, si l'opération se produit à un moment où on a déjà commencé à négocier avec un aménageur futur, eh bien, on pourra toujours mettre dans la convention d'aménagement le partage des frais. C'est-à-dire que la commune va en payer un morceau, par exemple la remise en état, sur usage identique, et puis ensuite elle va se mettre d'accord avec l'aménageur pour dire, bon, vous allez faire de la construction de logements, eh bien, c'est vous qui paierez la deuxième tranche. Alors évidemment, avec ce que prévoit la loi ALUR aujourd'hui en matière de tiers intéressés, ce sera plus facile. Mais on peut déjà, ça se fait déjà actuellement. Bien. Là où c'est plus compliqué, c'est quand vous vous trouvez avec un pollueur qui était l'État et qui a pollué il y a un bon bout de temps. Je vous donne un exemple qui m'est arrivé. Vous avez l'État a construit des autoroutes. Et puis, des années plus tard, on se décide à aménager les terrains qui sont à proximité de ces autoroutes. Et on décide à ce moment-là, donc, on fait une convention d'aménagement, on prépare avec l'aménageur, etc. Et lorsque l'aménageur commence à regarder ce qu'il en est... Alors, théoriquement, tout est bien. L'État vous dit que l'État est que le terrain est en parfait état. Sauf que, quand l'aménageur va commencer à faire des études, voilà, il va s'apercevoir que tous les gravats
qui ont servi à construire l'autoroute, sur à peu près 150 mètres de part et d'autre de l'équipement, ont été enfouis dans le sol. Et qu'il y a 50 cm de terre et d'herbe dessus, mais que tout le reste est parti. Comment se retourner contre l'État pour lui demander de participer aux frais de remise en état? C'est absolument impossible. Je peux vous dire que c'est impossible. L'État ne paye jamais. Ne paye jamais parce que tout simplement, c'est l'État. Donc voilà, vous pouvez avoir tout à fait raison. Vous n'arriverez jamais à obtenir quoi que ce soit parce que vous aurez une force... Alors, c'est pas du droit, hein, mais c'est de la réalité. C'est la force d'inertie de l'État qui fait que bon, c'est perdu. Et donc, bien, vous allez construire des immeubles, des gymnases, des équipements sur pilotis, en quadruplant la profondeur des pieux sur lesquels installer, etc. Donc là, on se trouve franchement face à des problèmes insolubles. Non. Donc, c'est le genre de cas où les autorités publiques interviennent massivement. C'est-à-dire qu'elles sont là pour contrôler, etc., mais elles sont surtout là parce que c'est elles qui achètent, c'est elles qui envisagent l'opération d'aménagement et qui ensuite vont vendre à l'aménageur et ensuite l'aménageur fera son affaire avec les promoteurs. Là où c'est plus compliqué, c'est lorsqu'on est dans le deuxième cas de figure, lorsque c'est le privé qui intervient presque intégralement. Et où la collectivité publique est là uniquement pour voir que les opérations se passent correctement. Alors, l'aménageur et le promoteur ont des éléments pour se retourner vers les personnes publiques. Premièrement, surtout aujourd'hui, parce que les personnes publiques ont l'obligation, dans leurs documents d'urbanisme, de faire leur travail. C'est-à-dire qu'elles doivent remettre des documents d'urbanisme corrects, dans lesquels on a la connaissance des installations classées, dans lesquels on a aussi... au moment de... Lorsque une collectivité aujourd'hui établit un plan local d'urbanisme, elle est obligée quand même de faire un énorme travail préalable. C'est-à-dire qu'elle doit faire toute une série d'études pour classer, pour faire le zonage de tous les terrains qui se trouvent sur le territoire de la commune. Et donc elle est obligée de faire elle-même une étude préalable pour dire, voilà, ici on se trouve dans des zones industrielles, ici qui ont été plus ou moins polluées, ici on se trouve dans des zones qui ont été, par contre, des zones maraîchères, etc. Bon, ici, on se trouve dans des zones où la nappe phréatique affleure le sol, et où ce n'est pas neutre. Parce que du coup, quand vous êtes dans un territoire où la nappe phréatique est quasiment à hauteur de la surface, eh bien, pour peu qu'il y ait eu de la pollution dans les environs, eh bien, la commune devra obligatoirement faire des études pour savoir si la nappe phréatique a été polluée, etc. Donc, l'aménageur va pouvoir, quand il négociera avec la collectivité ou l'établissement public, va demander précisément quel est l'état des terrains sur lesquels il va arriver. Et puis, deuxièmement, ensuite, l'aménageur, il va pouvoir aussi se servir des autorités publiques. Parce que, par exemple, lorsque un aménageur acquiert un terrain à une personne privée, qui a été, par exemple, propriétaire de sites industriels, pas forcément d'ailleurs classés, mais dont on peut se demander s'ils n'ont pas fait l'objet de pollution. Eh bien, ce qui est de bonne guerre, c'est que l'aménageur, de façon souvent indirecte, c'est mieux, s'adresse à la préfecture pour lui demander de faire une étude. Parce qu'il lui est arrivé aux oreilles que le terrain n'est pas tout à fait clair. Et donc, la préfecture va souvent, pour peu qu'on mette 2 ou 3 associations environnementalistes dans le coup, la préfecture va se sentir obligée de faire l'enquête et de regarder pour voir si le propriétaire, qui a exploité le terrain, a fait ce que la loi lui incombait de faire. Et s'il ne l'a pas fait, eh bien évidemment, il pourra toujours s'appuyer là-dessus pour intervenir auprès du vendeur, soit pour renégocier le prix, soit pour l'obliger à faire lui-même le travail de remise en état, etc. Donc vous le voyez, même lorsqu'on est dans une situation où ce sont les acteurs privés qui interviennent, l'aménageur a toujours les moyens de pouvoir intervenir. Avec ou sans loi Allure d'ailleurs. Il a toujours les moyens de pouvoir intervenir parce qu'il a le droit de demander
à la collectivité publique comment elle élabore ses documents d'urbanisme, qu'est-ce qui y figure. Et puis, d'autre part, elle va se retourner vers la collectivité publique, c'est plutôt l'État en général, parce que les pouvoirs de police administrative du maire là-dessus ne sont pas très étendus, mais demander à l'autorité publique eh bien, de faire son travail et de la contraindre à faire les enquêtes pour vérifier si les propriétaires des terrains ont respecté la loi, ont remis les terrains en état, ont déclaré la nature de ces terrains, etc. Le seul cas de figure où ça ne marche pas, c'est lorsque le pollueur, c'était l'État, parce que là, dans ce cas-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, il est plus facile à l'État de jouer la montre. Merci, merci beaucoup. Alors, au regard de tout ça, puis après je passerai la parole à la salle, j'ai deux constats. Premier constat, je pense que Patricia a dit quand même quelque chose de vraiment de bon sens. C'est que avant d'aller commencer à faire du contrat, sachons de quoi on parle, parce que très souvent on a des éléments de blocage dans les contrats et dans l'écriture des contrats parce qu'on ne sait pas de quoi on parle et que on part sur des considérations qui n'ont pas grand sens parce qu'elles sont dénuées de réalité. Donc ça, je pense que c'est à nous tous aussi d'être extrêmement vigilant et très demandeur de ça. Pour moi, ça simplifiera beaucoup les choses. Et deuxième sujet, c'est sur cette notion de tiers demandeur, c'est sur cette notion de site dans lequel la situation administrative n'est pas claire. Moi, aujourd'hui, je n'arrive pas à savoir qui doit faire quoi et comment. Et certes, cette notion de tiers demandeur a été demandée dans des cas bien précis, en vue par des professionnels, en vue de remettre en état des sites, en vue de les construire, etc. Mais très clairement, l'aménageur en soi, c'est pas exactement la même chose. Quelle responsabilité il prend s'il devient tiers demandeur? Quelle responsabilité il prend s'il devient exploitant à la place de l'exploitant, puisque en fait, en plus, l'aménageur, il est là pour un temps court, finalement, à l'échelle de tout ça. Je pense également qu'il faut... Moi, j'accompagne beaucoup les promoteurs dans les opérations où on achète donc du foncier auprès des ménageurs. Et je suis toujours frappé de voir que les discussions sur la pollution, la prise en charge du coût de retrait des terres polluées, etc., arrivent au final extrêmement tard. Je ne sais pas si les gens se drapent dans une sorte de non-dit jusqu'à... Et en fait, on s'aperçoit que c'est quand on commence à travailler les clauses de la promesse, qu'au final, on s'aperçoit que, ah oui, tiens, il y a de la pollution, et tiens, il faut le traiter. Alors qu'en fait, c'est fondamentalement, comme on l'a vu depuis le départ, un élément constitutif du prix. Le coût de la dépollution est un élément constitutif du prix, aussi bien pour un aménageur d'ailleurs que pour un promoteur. Et en fait, c'est extrêmement... Et alors, au surplus, dans les nouvelles formes de commercialisation du foncier par les aménageurs, qui sont les appels d'offres sur le... Alors là, c'est le... Tout le monde répond en disant « Ne vous inquiétez pas, la pollution, c'est bon, c'est bon, c'est bon ». Au final, quand on rentre dans le dur de la négociation de la promesse, c'est là qu'on s'aperçoit que, oui, mais en fait, il faut quand même en parler, qui va le prendre en charge, comment on le prend en charge, etc. Donc, alors évidemment, on vit tous dans le grand théâtre de l'immobilier où on a des postures un peu théâtrales sur certaines choses, mais je pense qu'effectivement, beaucoup de choses seraient débloquées si ces points étaient abordés très en amont dans les débuts de discussion entre les aménageurs et les promoteurs. Alors, sur l'aménageur, ou sur toute partie qui souhaiterait endosser la qualité de tiers demandeur. On dit tiers intéressé, tiers demandeur, c'est pas encore vraiment fixé. On a le projet de décret là, qui est en discussion, donc c'est bravo d'avoir organisé cette matinée et n'hésitez pas après dans le cadre des échanges à nous dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, parce que c'est maintenant qu'au niveau du ministère, on peut faire bouger les lignes sur le projet de décret tiers intéressé, le projet de décret secteur d'information sur les sols. Et puis également, il y a un projet d'arrêté ministériel sur la garantie financière des tiers intéressés. Oui, clairement, le tiers intéressé, de ce qu'on voit aujourd'hui, tout en sachant qu'il n'y a pas de jurisprudence encore, se substitue au dernier exploitant, donc endosse la responsabilité du dernier exploitant. Mais j'ai envie de dire, pour moi, c'est
c'est pas quelque chose de fondamentalement très différent de ce que l'on pouvait vivre avant, lorsqu'on était dans une logique de changement d'usage. Pourquoi une partie voudrait être le tiers intéressé à la place du dernier exploitant, si ce n'est parce qu'il veut que cette friche ne soit plus une friche industrielle. Un exploitant qui reprend un site industriel, en général, soit il poursuit l'activité du dernier industriel, et il y a un changement d'exploitant, et il endosse la responsabilité de tout le passé pollution du dernier exploitant, soit il fait carrément une autre activité et il demande au vendeur de faire la cessation d'activité de ses activités à lui pour que la pollution qui était attachée, n'importe quoi, à l'arsenic, si lui ne fait plus d'arsenic, dans le futur, ce soit pour son vendeur. Parce qu'il y a vraiment eu un partage entre les activités polluantes de tel type qui ont été cessées par le vendeur et puis les activités polluantes nouvelles générées par l'acquéreur. Donc on arrive à supposer qu'il n'y ait pas de dépôt de bilan, mais on peut arriver à l'avenir à bien faire une répartition entre les pollueurs à l'origine de telle pollution. Donc un aménageur qui voudrait être tiers intéressé, en général, sous votre contrôle, ce sera à vous de nous le dire, je pense qu'il le fera parce qu'il voudra que le projet aboutisse, et soit parce qu'il n'y a plus d'exploitant, il a disparu, on ne sait pas qui c'est, et qu'on est quand même dans un cas du droit des installations classées. Donc vis-à-vis de l'administration, il faut bien arriver à fermer le dossier ICPE, cessation d'activité, puis remise en état selon la logique de la loi Bachelot, soit parce qu'il y a encore un exploitant, en général exploitant propriétaire, c'est l'hypothèse la plus simple, je vais prendre celle-ci, et cet exploitant propriétaire vendeur dit ben moi, si je fais ma réhabilitation par rapport au document d'urbanisme ou par rapport à la date de la cessation d'activité, je ne vais faire que pour un usage industriel. Donc je vais faire mon plan de gestion, je vais faire venir mon bureau d'études, je vais faire ma réhabilitation. Et puis après, je vous donne le terrain. Et puis vous recommencez. Vous faites votre plan de gestion, vous faites revenir les bureaux d'études, vous faites revenir les pelleteuses et vous faites la dépollution additionnelle pour l'usage futur auquel vous destinez le terrain. Ce qui n'est pas d'une cohérence fantastique, et en termes de réduction des coûts, ce n'est pas terrible non plus. Donc c'est là où l'aménageur peut se dire, ben, le vendeur, nous sommes d'accord pour considérer qu'il faut tout faire en même temps, donc les obligations dernier exploitant administratives, et puis ce que moi j'ai besoin de faire en plus par rapport à ce qui est imposé par le droit des installations classées soit fait dans le même temps, dans la même temporalité. Et du coup, en accord, parce que j'ai oublié de le dire, mais la notion de tiers intéressé se fait en accord avec le dernier exploitant. S'il n'est pas d'accord, il dit non, moi je veux assumer ma qualité de dernier exploitant. Donc en accord avec le dernier exploitant, l'aménageur peut se dire, bon ben, ok, j'assume une responsabilité parce que j'endosse en tout ou partie, donc ça c'est de la négociation, ce que le dernier exploitant doit faire, avec, de façon subséquente, des éventuels arrêtés préfectoraux de mise en demeure, si ce n'est pas fait dans les temps, si ce n'est pas fait correctement. Mais encore, l'administration ne va pas contrôler que ce soit bien fait, mais va quand même contrôler que... va demander à ce qu'il soit attesté que le plan de gestion soit correctement réalisé. Donc je pense que c'est plus un intérêt, un arbitrage entre un risque juridique d'endosser la qualité de dernier exploitant en lieu et place de l'exploitant, mais la maîtrise opérationnelle et donc la maîtrise aussi du temps de la réhabilitation d'un site. Je ne sais pas si vous avez cette analyse. Je suis un petit peu... c'est récent et je dirais que je pense qu'aujourd'hui les aménageurs, à ma connaissance, ne se sont pas évidemment encore saisis de ce sujet-là. Et c'est plutôt effectivement des investisseurs spécialisés qu'on a vu commencer à émerger sur le marché, l'un avec l'appui de la Caisse des dépôts. Enfin bon, voilà, il commence à y avoir des acteurs qui semblent se spécialiser dans cette question-là. J'ai en référence un premier exemple dans lequel on est actuellement, qui montre que ça ne sera pas du tout évident pour l'aménageur. C'est effectivement, comme vous l'avez dit, avec l'accord de l'ancien exploitant, du dernier exploitant. Mais l'ancien exploitant, c'est l'industriel, qui lui est dans une logique de réhabilitation avec, comme je disais tout à l'heure, tout à fait en introduction, des pratiques qui lui permettent d'optimiser très sérieusement les coûts de sa dépollution et de sa remise en état. Là où nous, je dirais, si on prend... et tout ça est un deal financier. Si c'est avec l'accord du dernier exploitant, c'est forcément dans un deal financier avec lui.
par rapport à la valeur du terrain qu'on va récupérer et donc en prenant en dedans le coût de cette prise en charge de la remise en état. Mais moi, en tant qu'aménageur, je vais être sauf à ce que je sois sur une capacité de portage de plusieurs années dans une pratique qui va plutôt privilégier le traitement de cette remise en état dans des méthodes qui soient la plus efficaces possible en termes de temps, et qui donc vont être plus coûteuses et qui donc ne vont pas retenir l'attention et l'intérêt du dernier exploitant. En tout état de cause, je me fais référence, je vous dis, à une situation de discussion dans laquelle nous sommes actuellement, où l'exploitant nous dit ça ne m'intéresse pas du tout, vos hypothèses de vos bureaux d'études, c'est n'importe quoi. Nous avons moyen de diviser par 3 le coût de la dépollution que vous proposez de faire pour qu'on soit gagnant-gagnant. J'estime qu'on n'est pas gagnant-gagnant. Voilà. Deuxième sujet, peut-être de réserve pour l'instant. Je pense qu'il faut qu'on se saisisse, qu'on regarde tous les paramètres. Bon, il y a une question de garantie financière et de portage que l'aménageur voilà, ça dépend des situations, mais il n'empêche que si on parle de première couronne, on est dans des équations très difficiles, on est dans des endettements forts pour opérer le portage foncier, etc. Pour autant, donc rajouter cette prise en charge que le plus souvent, malgré tout, et c'était un peu la posture que je vous ai donnée tout à l'heure, je reste quand même moi convaincu que on ne fait pas une dépollution en blanc avant un projet et un chantier qui est pris en charge par celui qui fait ce projet. Donc on ne va pas faire des trous pour les reboucher pour qu'ils soient refaire des trous derrière. Sauf cas exceptionnel, notamment celui auquel j'ai fait référence. Donc voilà, donc vous sentez peut-être pour l'instant une position un peu dubitative. Pour répondre à votre remarque tout à l'heure, on est tout à fait en phase, c'est-à-dire que bon, alors je fais référence quand même, je pense, à la majeure partie des aménageurs. C'est clair que alors l'appel d'offres est plutôt en perte de vitesse parce qu'on est quand même aujourd'hui dans des situations un peu plus compliquées qu'il y a 10 ans, 15 ans. Et on va chercher le partenariat avec l'opérateur privé, le constructeur, plus tôt. C'est quand même une pratique qui se développe de plus en plus. Plus tôt, qui dit plus tôt, dit avec moins d'informations disponibles. Donc du coup, on rentre dans une discussion manquant d'informations, c'est clair. Mais il faut que toutes celles dont on dispose, à toutes les étapes où on est dans cette relation qui se construit, il faut qu'on la fournisse et il faut qu'on définisse ensemble le chemin qui permette d'enrichir cette information. Bon, quand on est dans des consultations, on donne l'information dont on dispose et on donne aussi la situation de non-information dans laquelle on est et donc les barres de risque. Après, c'est vrai que peut-être que ça devrait être plus présent autour des discussions financières parce qu'il n'y a pas de jeu de dupes là-dedans. C'est forcément une équation à porter qui se porte d'une façon ou d'une autre. Il y a un équilibre qui se construit du côté du constructeur. Je vous le dis, l'aménageur, il est forcé de partir avec un aléa max, après qui peut se référer en relation avec sa collectivité de départ aussi dans son contrat. Mais forcément, le volume financier de la dépollution qui sera pris en charge in fine par l'aménageur, c'est un aléa qu'il a besoin de sécuriser. Il se définit des enveloppes et il ne faut surtout pas les dépasser, mais il a quand même... il essaye de serrer cette... Mais donc ça doit être présent dans toutes les étapes de la discussion, c'est évident. Monsieur Portelli, vous vouliez dire quelque chose avant qu'on passe la parole à la salle ? D'expérience, je pense que la notion de tiers intéressé est quand même assez risquée pour un aménageur de base. Parce que ça vaut le coup d'y avoir recours lorsqu'on est sûr de la nature de la pollution et que les études ont été faites avec précision. Mais il vaut mieux s'en remettre au dernier exploitant et au vendeur pour faire la remise en état, la sienne en tout cas, même si ça prend un peu de temps, si ça dédouble les procédures, ça limite quand même sérieusement les risques pour l'aménageur. Parce que moi, je connais le cas d'un site où on n'avait pas encore cette notion de terre exploitant, mais où on a découvert l'essentiel de la pollution bien après coup. Et celui qui part avec la fleur au fusil en se disant que il gagnera du temps, eh bien, il risque de se retrouver dans une situation juridique et financière extrêmement compliquée. C'est pour ça que je pense que la notion de tiers intéressés, en fait, c'est une véritable avancée quand il n'y a plus de dernier exploitant. Ça permet effectivement administrativement de reboucler. Parce que pour le reste, quand il y avait encore un dernier exploitant, on faisait déjà des choses. On pouvait très bien être le mandataire du dernier exploitant pour effectuer les démarches de cessation d'activité.
Enfin, nous, on a déjà fait ça souvent, enfin, en tout cas, de temps en temps. Et donc, je pense que la vraie avancée, c'est pouvoir justement pallier l'absence et pouvoir avoir une situation clean malgré la disparition du dernier exploitant. Oui, mais est-ce que ça veut dire, à partir de là, si tu dis que ça permet de régler le fait qu'on n'a plus d'exploitants, donc on n'a pas eu de remise en état, qu'il y a, à partir de là, quelqu'un qui est obligé, de fait de la création de cette notion, de prendre cette... Le texte oui, alors et si personne ne prend cette qualité... On fait comme aujourd'hui, on vit avec un ICPE non cessé sur le site. Et on fait des oui, je voulais apporter un complément. Alors c'est vrai que la notion de tiers intéressé suppose déjà que ce soit dans un cadre de droit des installations classées. Quand même, faut pas l'oublier, c'est la majorité, mais ce n'est pas que ça. Premièrement, et deuxièmement, qu'on soit face à une situation de cessation d'activité qui n'a pas été, soit qui n'a pas démarré, soit qui n'a pas encore abouti. Je pense que ce sera intéressant, Patrick, que tu interviennes, parce que, et c'est toi qui le confirmera très clairement, cette notion de tiers intéressé, de mon point de vue, est venue pour permettre à des derniers exploitants qui ne voulaient rien faire de leur terrain, c'est surtout ça le point. Donc on était face à un dernier exploitant qui avait des pépites, qui ne voulaient rien en faire parce qu'ils avaient cette contrainte du droit des installations classées. C'était de permettre à des tiers dont c'est la vocation, qui veulent endosser cette responsabilité, qui sont prêts à l'assumer, de le faire de façon juridiquement légale. Avant, il y avait des arrêtés préfectoraux, on le sait un petit peu, certains arrêtés préfectoraux qui étaient notifiés par la préfecture à des tiers qui n'étaient pas le dernier exploitant. Et tout le monde croisait les doigts en disant pourvu qu'il n'y ait personne qui dise que c'est illégal. C'était totalement illégal. Donc demain, ça ne sera plus illégal. Ça a été fait pour des gros projets en région parisienne, pas le petit truc de base, quoi. Donc ça permet de sécuriser des situations où tout le monde était d'accord. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, avant que Patrick puisse intervenir sur le tiers intéressé, deuxième cas de figure, des terrains ICPE mis à l'arrêt définitif et régulièrement réhabilités. Là, un maître d'ouvrage, alors je ne dis pas qui est le maître d'ouvrage, mais le maître d'ouvrage qui est à l'origine du changement d'usage sera responsable, nous dit la loi Allure. Et ça, il y a une certaine logique. On n'est pas tiers intéressé, mais on est responsable du changement d'usage après que le droit des ICPE ait fait son travail. Vous voulez intervenir ? Attendez, je vais vous passer le micro. Oui, bonjour, Patrick Viterbo, Brandfields. Donc, nous sommes effectivement un des tiers demandeurs. Je préfère le terme tiers demandeur à tiers intéressé, qui a une connotation évidemment vénale. Deux mots peut-être pour expliquer quel est notre modèle et pourquoi il résout certaines situations et pas toutes. Et je pense qu'en effet, dans les grandes opérations d'aménagement public, c'est différent. Parce qu'on a une chaîne d'intervenants, on a une durée des opérations qui ne se prête pas forcément à ce modèle de tiers demandeur. Je crois qu'il s'adapte plus à des situations où une usine, on parle de 3, 4, 5 hectares, 6 hectares, s'arrête dans une zone qui est une zone typiquement à redévelopper, pas nécessairement dans le cadre d'une ZAC, mais en tout cas une zone dans laquelle les élus souhaitent effectivement redévelopper un quartier de vie qui soit tourné vers l'habitation ou vers d'autres types d'activités, parfois même toujours vers de l'activité économique, mais évidemment prenant en compte et la démolition et la dépollution et la construction d'un certain nombre de nouveaux aménagements, de voiries publiques, etc. etc. Voilà. Donc on est dans cette situation-là. Et qu'est-ce qui souvent bloque ces processus? C'est le fait que le juridique, le financier et le technique n'arrivent pas à s'adapter. Alors, pourquoi? La technique, tout le monde l'a dit autour de cette table, et c'est très important. La bonne façon de gérer une dépollution, c'est au plus près du permis de construire. Quand on sait exactement quelle est la nature, le plan masse et les détails du projet de construction, parce que c'est comme ça que la réglementation définit une bonne dépollution en fonction du projet futur. Donc ça, là, c'est la technique.
Et je précise qu'aujourd'hui, la technique en matière de dépollution permet de tout régler. C'est un enjeu financier parfois lourd, mais il n'y a pas de terrain qu'il est impossible de rendre conforme à un usage futur, fut-il d'habitation, fut-il d'habitation avec jardin. Les techniques aujourd'hui existent. Donc on voit bien que la technique, c'est le plus près du projet futur. Ensuite, il y a évidemment le financier. Quelque part dans le bilan d'opération, évidemment, ces coûts doivent être pris en charge. Et là, il y a un point simple, c'est que si ceci peut être repris dans la même main, ça évite de longs débats, de longs arbitrages et de longs contentieux. Et puis le troisième élément, c'est l'élément de juridique et notamment de la police administrative. Je crois que chacun d'entre nous connaît beaucoup de ces situations où les projets bloquent, notamment parce que les industriels ne veulent pas faire. Beaucoup de grands industriels considèrent que la meilleure protection pour eux sur un site qui a été exploité, c'est de faire une remise en état à usage industriel et puis d'en rester là. Et parfois d'ailleurs ne souhaitaient pas s'engager dans des cessions parce qu'ils estiment que les risques liés à des contentieux, à des remises en cause de leur responsabilité, finalement peuvent aller au-delà des valeurs qu'ils retirent. C'est là où la nouvelle disposition de la loi Allure est importante parce qu'elle débloque les choses et elle correspond à ce qui a pour nous toujours été notre pratique, c'est essayer de s'adapter à ce que veut chacun. L'industriel propriétaire d'une friche ne veut pas être impliqué dans sa dépollution, c'est assez logique et compréhensible puisqu'il n'est pas impliqué dans le projet futur. Il faut pouvoir lui dire, quelqu'un va s'occuper de ce problème, le prendre en charge. On le faisait en effet, Jean-Félix le sait bien, de façon contractuelle depuis plusieurs années déjà. La loi Allure permet de rassurer ces industriels, notamment ceux qui sont les plus inquiets de la remise en cause de leur responsabilité, par le fait que la responsabilité, au sens des installations classées, va pouvoir coller avec celle du contrat, ce qui est évidemment préférable. Et à partir du moment où ce contrat se met en place, effectivement, le tiers demandeur va porter sur ses épaules les aléas de la dépollution. S'il est professionnel de la chose, si c'est son métier, et s'il souhaite le faire, ça peut a priori contribuer à débloquer ces opérations. Et c'est notre expérience, effectivement. On arrive avec ce modèle plus facilement, dans certains cas, à mettre d'accord à un bout de la chaîne un propriétaire qui était un peu frileux sur le développement d'une opération immobilière sur son terrain. Et puis à l'autre bout de la chaîne, nos amis partenaires promoteurs qui, on le sait, veulent construire vite sur un terrain qui présente le moins de contraintes possible. Merci beaucoup. Désolée de ce retard et je suis bluffée par votre attention. Et puis, voilà.